Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire de l'ANR sur les engagements, nos engagements en sciences ouvertes. Et tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, mais en fait, je pense que vous aurez les slides. Donc, comme vous le savez, on s'appuie sur une définition qui est sur le site Ouvrir la science et que je vous laisse à découvrir à l'écran et que je ne vais pas développer. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ce que je souhaitais simplement souligner, c'est que cette démarche, ces engagements s'inscrivent dans un contexte national, européen et international très riche. Vous le voyez, et sans remonter très très loin dans le passé, peut-être souligner un premier texte fondateur qui est la loi pour une république numérique en 2016, suivi de pour une politique publique de la donnée, hein, le rapport Botarel. Et bien sûr, les deux plans nationaux, le premier en 2018, suivi du deuxième plan national pour la science ouverte, sont des textes dans lesquels s'inscrit totalement la politique science ouverte de l'ANR. Également, et Zoé Ancion, tu y reviendras largement, au niveau européen, la coalition S et le plan S, plus récemment le plan pour l'accès ouvert diamant, hein, qui est une voie qui existe depuis un moment, mais qui reste très prometteuse et que l'on souhaite vraiment promouvoir. Et puis, et parce que ça a aussi une importance dans le cadre de la science ouverte, la coalition pour la réforme de l'évaluation de la recherche, avec les différents groupes COARA qui travaillent pour cette réforme de l'évaluation de la recherche. Au niveau international aussi, vous voyez là le partenariat pour un gouvernement ouvert, également à l'OCDE, différents groupes avec lesquels nous travaillons, et puis l'UNESCO, hein, qui a fait des recommandations, un texte aussi important sur les recommandations en sciences ouvertes. Sans plus attendre, juste pour vous indiquer également que cette politique sciences ouvertes, eh bien, elle est définie au sein du pôle sciences ouvertes, piloté par Zoé Ancion, et au sein donc de la direction de la stratégie numérique et des données que j'ai le plaisir de diriger. C'est une encore jeune direction créée en 2021, fin 2021. Voilà, je vous propose sans plus attendre, Zoé, de te passer la parole pour toute la suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste avant de poursuivre la présentation, vous proposer juste deux précisions. Donc la première, peut-être juste vous dire que dans la salle, il y a mes collaborateurs de l'équipe Sciences Ouvertes, donc Juliette Kenyard qui va lever la main, comme ça vous pouvez la voir, voilà. Nicolas Zarevski, pardon, je suis fatiguée, qui est là également, Martine Garnier-Rizek, vous venez d'entendre, et puis en ligne, nous avons Florence Elft, qui est la chef du projet Oasis, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis, on a la chance d'avoir avec nous notre collègue Laurent Racinou du service DMP Opidor, qui est opéré par l'INIST du CNRS, et qui en parlera plus précisément juste après. Et alors, la dernière précision technique, on vous propose de ne pas hésiter à poser toutes vos questions pendant les présentations directement dans le chat. Mes collègues répondront autant que possible directement dans le chat, et puis si besoin, on y reviendra en fin de présentation. Voilà, et puis vous verrez, Nicolas et Juliette vous pousseront aussi dans le chat pas mal de liens que vous pourrez aussi récupérer dans les slides, mais comme ça, voilà, vous les avez tout de suite pendant la présentation. Alors, super, donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, l'ANR est pleinement engagée sur cette transition vers la science ouverte, et elle déploie cet engagement à travers plusieurs actions. D'une part, elle
elle participe pleinement autant au niveau national que européen ou international à ces différentes instances en faveur de la science ouverte, notamment bien entendu au niveau national, le comité pour la science ouverte, ou on peut citer au niveau européen le Working Group Open Science qui est géré par Science Europe, qui est une association qui regroupe les principales agences de financement et organismes de recherche au niveau européen pour échanger justement sur ces questions et harmoniser nos pratiques. Elle est également partenaire, notamment avec justement DMP-OPIDOR autour du déploiement du plan de gestion de données et plus particulièrement du plan de gestion de données structurées. On aura l'occasion d'y revenir. Elle mobilise l'ensemble des directions en interne à l'ANR. Ce n'est pas uniquement le pôle sciences ouvertes, mais c'est vraiment toutes les directions scientifiques. Il y a un réseau de correspondants sciences ouvertes qui est déployé à l'intérieur de l'agence pour nous aider à relayer notre politique de sciences ouvertes auprès de toutes les directions et départements, et aussi d'avoir des liens plus spécifiques avec notamment les départements scientifiques sur les questions que vous pourriez leur remonter durant le déroulement des projets. Et puis, on a déployé aussi une série de formations, c'est plutôt de sensibilisation même en interne autour de questions de sciences ouvertes. Et puis, c'est une démarche qui s'inscrit vraiment dans le long terme, avec une démarche très progressive, avec d'abord une série de recommandations qui progressivement se déploient dans nos appels à projets sous forme d'engagement. Donc l'ANR, elle est impliquée sur ces questions de sciences ouvertes depuis de nombreuses années. On peut dire que ça remonte même dès les années 2013 avec une première convention avec l'Archive nationale HAL. Mais c'est vrai qu'on observe une très forte accélération, bien entendu avec en 2016 la loi pour une république numérique, et puis dès 2018, le premier plan national pour la science ouverte, le lancement de la coalition S, et puis toute une série d'initiatives internationales ou nationales, avec vraiment cette forte accélération dès 2019, puisque c'est à partir de 2019 que l'ANR a traduit son engagement en faveur de la science ouverte dans ses appels à projets, et donc aussi dans le cadre de son appel à projet générique. Donc dès 2019, à l'intérieur de ces appels à projets, les engagements des bénéficiaires de l'ANR, de projets financés par l'ANR, portent sur plusieurs volets. Donc le volet publication scientifique et le volet données de la recherche, on va y revenir tout de suite. Et puis avec une série de recommandations, de nouveau dans cette volonté d'adopter une approche progressive, avec une recommandation en faveur du code source et logiciel, et puis une recommandation en faveur de l'accès ouvert pour les monographies, avec la possibilité qu'à terme, ça se traduise sous forme d'engagement plus formalisé. Donc pour ce qui est plus particulièrement des publications, l'objectif, c'est vraiment de garantir un accès ouvert immédiat aux publications scientifiques évaluées par les pairs, donc immédiat au moment de la publication. Dans ce cadre-là, le responsable et ses partenaires s'engagent à ce que toutes les publications scientifiques issues des projets financés par l'ANR soient rendues disponibles en accès ouvert avec la licence CC BY, en utilisant l'une des 3 voies suivantes. Donc, publication dans une revue nativement en accès ouvert, donc ça peut être ce qu'on appelle une revue diamant, ou des revues avec APC. Ça peut aussi être la publication dans une revue par abonnement faisant partie de ce qu'on appelle un accord transformant ou un journal transformatif. Alors, pour regarder si une revue fait partie de ces accords, vous pouvez consulter le Journal Checker Tool, et il est présenté sur une slide un petit peu plus tardivement. Ou alors, la publication dans une revue par abonnement avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle la stratégie de non-cession des droits. Et on aura aussi l'occasion d'y revenir plus précisément.
Par ailleurs, quelle que soit la voie de publication qui est choisie, l'auteur s'engage à ce que le texte intégral de ces publications, donc c'est à minima la version auteur accepté pour publication, soit déposé dans l'archive nationale HAL avec une licence CC BY en associant bien son code décision, donc c'est son identifiant projet, pour qu'ensuite cette publication puisse venir alimenter le portail HAL ANR de manière automatique. Donc, comme je le soulignais, plusieurs recommandations. Donc, une première spécifiquement pour les chapitres d'ouvrages ou les ouvrages de recherche évalués par les pairs. Donc, on recommande aussi l'accès ouvert pour les chapitres d'ouvrages ou les ouvrages, et on recommande bien entendu que ces textes soient également déposés dans l'archive nationale HAL avec exactement le même principe d'association de la publication avec ce code décision, donc cet identifiant projet ANR, pour que ce soit de nouveau automatiquement disponible dans le portail. Par ailleurs, l'ANR recommande le dépôt des pré-publications, donc les préprints, dans des plateformes ou archives ouvertes. Alors, pour ce qui concerne plus précisément le volet données de la recherche, l'objectif de l'agence, c'est vraiment de faciliter le partage et la réutilisation des données de la recherche en adoptant une démarche dite FAIR, donc ce principe FAIR, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Et donc, pour ce faire, le coordinateur ou la coordinatrice du projet s'engage à fournir un plan de gestion des données qui sera transmis à l'ANR au plus tard 6 mois après le démarrage scientifique du projet, et puis qui sera mis à jour régulièrement durant la vie du projet, et à minima, la mise à jour finale sera transmise également à l'ANR. Donc, il s'agit bien d'un seul livrable avec plusieurs versions, donc plusieurs mises à jour qui suivent à la fois le cycle de vie du projet et le cycle de vie des données issues du projet. Et donc, la réception de ces livrables, donc à minima la version initiale au plus tard 6 mois après le démarrage du projet, et la version finale en fin de projet, ces deux versions, elles conditionnent le versement des 10% de l'aide en fin de projet. Par ailleurs, pour ce qui est du modèle, l'ANR recommande l'utilisation de son modèle, qui est en fait le modèle élaboré par Science Europe, qui est aujourd'hui utilisé par la grande majorité, préconisé par la grande majorité des agences de financement européennes, dont l'agence suisse, l'agence des Pays-Bas, l'agence en Pologne. Voilà, il y a vraiment un alignement sur ce modèle. Et ce modèle, il existe maintenant en version structurée, et Laurent Rassinou aura la possibilité de vous en parler plus particulièrement dans quelques minutes. Et donc, ce modèle structuré, il est disponible sur l'outil DMP Opidor, et on vous recommande vraiment de privilégier ce modèle structuré, notamment pour une plus grande facilité d'utilisation, puisque notamment pour ce qui est des projets financés par l'ANR, toute la partie administrative, elle sera automatiquement complétée. Donc, ce plan de gestion de données, qu'il soit structuré ou pas d'ailleurs, il n'a pas vocation à obliger d'une quelconque manière à l'ouverture ou au partage des données de la recherche. C'est vraiment un document au bénéfice des chercheurs qui prépare dès le démarrage du projet et qui suit tout le cycle de vie et du projet et des données de la recherche au partage et à l'ouverture potentielle de toute ou partie de ces données dans le respect du principe aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Donc, pour ce qui est du code source et du logiciel, donc en accord, en lien avec ce qui est indiqué dans le second plan national pour la science ouverte, l'ANR recommande que les logiciels développés pendant le projet soient mis à disposition sous une licence libre et que les codes sources soient archivés dans Software Heritage et décrits dans HAL, toujours avec cette logique
d'indiquer la référence, donc ce fameux code décision, pour qu'il y ait bien le lien entre le produit de la recherche, donc là, dans ce cas présent, le code source et le logiciel, et le projet financé par l'ANR. Alors, quelques informations sur les coûts éligibles. Donc, pour ce qui est des publications, les coûts de publication, y compris ce qu'on appelle les APC, sont des coûts éligibles dans le cadre de votre projet de recherche, hors revues hybrides sans accord transformant. Donc, les revues hybrides, c'est des revues où on paye, donc c'est des revues par abonnement, donc on paye pour lire, mais c'est des revues qui demandent aussi des APC, donc on paye deux fois, en fait, on paye pour lire, et on paye dans l'autre sens, on paye pour publier et on paye pour lire. Donc ça, ce sont des coûts qui sont inéligibles, sauf si la revue fait partie de ce qu'on appelle un accord transformant, c'est-à-dire qu'elle s'engage à mettre en accès ouvert de plus en plus de contenu. Et pour retrouver l'ensemble des revues faisant partie de ces accords transformants, vous pouvez consulter le Journal Checker Tool. Donc, vous avez les liens dans toutes les slides, qui vous permet en fait d'indiquer la revue, l'agence de financement, donc en l'occurrence ici l'ANR, et votre institution de rattachement. Et puis, ça vous indique si ça fait partie de ces accords ou pas. Pour ce qui est des données de la recherche, donc toutes les dépenses liées à la gestion des données de la recherche sont éligibles durant le projet, donc qu'il s'agisse d'acquisition de données, de collecte, de stockage, de recrutement d'un personnel dédié à la gestion des données. Tout cela, ça fait vraiment partie des dépenses éligibles, et c'est bien précisé dans notre règlement financier. Donc, dans le respect du service fait, et donc ce sont les mêmes modalités financières que pour toutes les autres dépenses des projets financés par l'ANR. Il y a une petite subtilité dans le cadre du stockage des données de la recherche pour les projets financés par l'ANR, puisque ces coûts de stockage, ils sont éligibles jusqu'à 5 ans après la date de fin de projet, sous réserve que la prestation avec le tiers ait bien été signée avant la date de fin. Et donc, ce point spécifique est précisé dans la fiche des coûts éligibles, et vous avez de nouveau le lien qui va vous être poussé dans le chat, et puis le lien est également présent dans les slides. Alors, avant de laisser la parole à Laurent pour vous donner plus d'informations sur ce plan de gestion de données structuré, quelques mots sur l'écosystème recherche.data.gouv et plus spécifiquement sur les ateliers de la donnée. Donc, dans le cadre de recherche.data.gouv, vous avez un maillage au niveau national qui est en cours de déploiement avec les ateliers de la donnée. Donc, c'est vraiment des ateliers qui ont vocation à être des services de proximité au plus près des chercheurs. Il y a aujourd'hui 20 ateliers de la donnée, dont 16 qui sont déjà labellisés et 4 qui sont en cours de labellisation. Ces ateliers de la donnée, ils sont importants parce que c'est vraiment un endroit auprès duquel l'ensemble des chercheurs, donc c'est vraiment avec une politique de site, donc évidemment il faut, je dirais, consulter l'atelier de la donnée le plus proche de votre établissement d'appartenance, mais c'est vraiment un levier important d'information dès la constitution du projet, même dans le cadre du dépôt de projet en phase 1 ou en phase 2. Vous pouvez déjà les solliciter pour avoir des recommandations plus précises en matière de gestion des données. Et puis surtout, l'ensemble des ateliers de la donnée, ils ont des services d'accompagnement pour vous aider à compléter vos plans de gestion de données, pour vous donner des conseils, que ce soit juridiques sur les données de la recherche, que ce soit des recommandations en matière d'entrepôt, en matière de durée de stockage, en matière de format à privilégier. Donc, c'est vraiment
une ressource très utile en matière de gestion des données de la recherche. Le dernier point que je voulais aborder avant de passer la parole à Laurent, toujours dans le cadre de recherche.data.gouv, c'était vous indiquer qu'aujourd'hui, depuis quelques années, l'ANR met à disposition sur data.gouv l'ensemble de ces données administratives, donc c'est-à-dire l'ensemble des acronymes, des titres, des résumés, des codes décision, et vous trouvez aussi d'autres informations de tous les projets financés par l'ANR. Donc ça, c'est des listes qui sont mises à jour des tableaux notamment accessibles en CSV et que vous pouvez tout à fait consulter si ces informations vous intéressent, qui sont disponibles dans data.gouv. Et ensuite, ça va venir alimenter toute une série de choses. Donc, on aura l'occasion d'y revenir après, mais bien entendu, le portail ANR, mais également le plan de gestion de données structuré. Donc, c'est grâce à ça que si vous commencez à rentrer votre identifiant projet, donc ce fameux code décision, vous allez ensuite avoir un menu déroulant qui vous est proposé pour que vous puissiez choisir le vôtre. Donc, il n'y a pas de mauvaise saisie possible. Et ça a aussi été travaillé avec recherche.data.gouv, puisque dans le cadre de cet écosystème recherche.data.gouv, vous avez aussi un entrepôt de stockage qui est proposé. Donc, les recommandations, c'est de privilégier plutôt les entrepôts de stockage thématiques dignes de confiance qui existent. Et aujourd'hui, il y a une liste qui est disponible avec les premiers entrepôts dignes de confiance qui ont été estampillés comme tels par le collège donné du Comité pour la science ouverte. Et donc, cette liste, elle est accessible aussi sur recherche.data.gouv. Et si vous n'avez pas d'entrepôt de stockage thématique digne de confiance qui existe, alors vous pouvez utiliser l'entrepôt multithématique recherche.data.gouv. Et là, vous avez aussi la possibilité d'associer votre code décision à votre jeu de données. Donc, quand vous déposez votre jeu de données dans recherche.data.gouv, vous pouvez ensuite indiquer que c'est un jeu de données issu d'un projet financé par l'ANR et vous commencez à rentrer votre code décision et dans le menu déroulant, ensuite, vous choisissez le bon code décision et vous aurez bien entendu toutes les autres données complétées automatiquement, à savoir le titre, l'acronyme, etc. Et je te passe la parole, Laurent, et tu me dis quand tu veux que je passe les slides. D'accord. Donc, je suis Laurent Racinou. Donc, je travaille à l'INIS, l'Institut de l'information scientifique et technique, qui est une unité d'appui et de recherche du CNRS, et je travaille plus particulièrement dans l'équipe DMP Opidor. J'ai en charge l'assistance auprès des utilisateurs, des organismes de recherche, les grandes écoles, universités. Là, je ne sais pas si on voit les slides. Si? Ah oui, si, pardon, oui, c'est moi qui. Oui, donc, DMP Opidor, je vais la slide suivante. Voilà, donc un petit rappel, oui, sur les fonctionnalités de base de DMP Opidor. Donc, c'est un outil d'aide à l'élaboration de plans de gestion de données. Donc, vous pouvez créer des plans de gestion de données à partir des modèles financeurs, institutionnels ou le modèle Sciences Europe structuré, recommandé par DMP Opidor. Vous pouvez aussi profiter de recommandations institutionnelles pendant la rédaction de votre plan de gestion de données. Vous pouvez rédiger de façon collaborative votre plan de gestion de données avec vos partenaires français, étrangers, privés. Vous pouvez l'exporter en différents formats. Et également, si votre organisme, si on va dire, le service d'accompagnement de votre organisme est administrateur de DMP Opidor, pour votre organisme, vous pouvez profiter de l'assistance conseil de votre organisme à travers DMP Opidor
pendant la rédaction de votre plan de gestion de données. Donc, la slide suivante. Donc, comme on l'a dit, il veut faire plutôt un focus sur le plan de gestion, le modèle de plan de gestion de données structuré, donc adopté par l'ANR. Donc, vous trouverez dans des MPOPIDOR un modèle ANR, modèle de plan de gestion de données structuré en français. Et j'aurais dû mettre aussi, il y a une version anglaise disponible. Donc, c'est un modèle organisé selon le cycle de vie des données, constitué de formulaires, formulaire pour répondre aux questions, vous guider, facilite la réutilisation d'informations et à travers ce plan de gestion de données, vous pourrez bénéficier de toutes les fonctionnalités que l'on développe actuellement. Et la philosophie, c'est encourager les bonnes pratiques pour une gestion des données qui facilite le partage de ces données dans le respect des principes FAIR. Alors, déjà, comment trouver comment trouver le modèle commun ou le modèle Sciences Europe structuré ou le modèle ANR structuré. Quand vous créez un plan de gestion de données, vous avez plusieurs étapes où vous choisissez, on va dire, le contexte dans le cadre d'un projet, un plan de gestion de données pour un projet ou pour une entité. Vous choisissez la langue et ensuite, on va vous proposer des modèles. Donc, vous avez par défaut le modèle Sciences Europe structuré qui est proposé, mais si vous allez chercher dans ANR, vous pourrez retrouver aussi le modèle ANR, le plan de gestion de données structuré. La slide suivante. Donc, comme l'a souligné Zoé, dans un plan de gestion de données structuré, vous pouvez récupérer automatiquement les informations administratives des projets financés par l'ANR. Donc, quand vous avez choisi votre modèle et que vous avez validé votre choix, il y a un plan de gestion de données qui se crée automatiquement et vous arrivez sur une page d'information générale et vous avez une petite fonctionnalité. Cliquez ici si vous avez un projet financé. Vous pouvez vous sélectionner le financeur parce qu'il y a aussi, vous pouvez récupérer aussi les données administratives des projets de la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020. Mais bon, si vous choisissez ANR, vous pourrez retrouver votre projet par le code décision, par l'acronyme ou le titre de votre projet, et vous pourrez importer automatiquement le titre, l'acronyme, le code décision, le résumé, le nom des institutions partenaires, le nom du coordinateur du projet. Donc ça vous évitera de réécrire tout ce que vous aviez déjà, toutes les informations que vous avez déjà données à l'ANR. Donc sur la slide suivante. Donc, à part ça, il y a d'autres spécificités liées à nos développements de PGD structurés. Il permet de mettre en avant les différents contributeurs à la gestion des données d'un projet et leur rôle, et aussi de promouvoir l'usage d'identifiants pérennes pour les personnes et les organisations. Donc, vous pouvez récupérer aussi automatiquement des informations sur une personne via l'interrogation du registre ORCID depuis votre plan de gestion de données, ou récupérer des informations sur l'affiliation, donc sur votre organisme, et via l'interrogation du répertoire. Du répertoire ou du registre ROR pour les organisations. Donc. Et vous pouvez même donc aussi mettre en avant le rôle de chaque contributeur à la gestion des données de votre projet. J'ai mis un lien vers la liste des différents rôles. Et donc, vous pouvez, alors aussi autre spécificité, vous pouvez aussi dans le PGD structuré accéder à des vocabulaires
contrôler pour décrire vos jeux de données. Donc, il y a entre autres Mesh, et le Thesaurus in Rae, comment le vocabulaire pactole, donc pactole lieu et je sais plus, et donc plus archéologie, donc quelques vocabulaires. La slide suivante, et donc pour illustrer un peu, donc là, la récupération des informations sur les personnes ou les organisations. Donc vous pouvez interroger depuis le plan de gestion de données ces répertoires et récupérer automatiquement des informations sur la personne et son identifiant. Donc toujours la même démarche, des identifiants, mettre en avant les identifiants et voilà, des identifiants pérennes et, et standardisés, on va dire. La slide suivante, d'autres spécificités. Donc, tout au long du plan de gestion de données structuré, vous aurez accès à des suggestions de services et de listes comme des listes d'entrepôts, de catalogue des données, équipements, plateaux techniques, les licences, le logiciel, donc tout un tas de listes et derrière. Bon, il y a des listes et derrière, il y a des informations que vous pourrez. Alors pour le coup, si vous choisissez par exemple, dans cette liste un entrepôt, vous pourrez récupérer également des informations pré-remplies. Là, il n'y a même pas besoin d'accéder à quoi que ce soit. Vous récupérez aussi des informations sans avoir à les saisir. Donc j'ai mis pareil un lien vers tous les référentiels proposés dans des MPOPIDOR pour montrer également comment ils sont constitués. Et donc la slide suivante, c'est pour illustrer aussi mon propos. Par exemple, là, on est dans une question qui a trait au partage des données, et donc vous pouvez rechercher dans une liste un entrepôt. Donc quand vous le trouvez, vous pouvez ensuite si vous voulez visualiser différentes informations comme par exemple sur la certification, sur le système d'identifiant des OI et des standards de métadonnées disponibles dans cet entrepôt. Mais voilà, donc vous pouvez visualiser et ces informations, elles seront dans votre plan de gestion de données automatiquement. Voilà, vous avez donc c'est des informations. Mais ça, c'est dû au fait du plan de gestion de données structuré. Et donc les slides suivantes. Et donc là, je vous ai montré quelques fonctionnalités spécifiques au plan de gestion de données. Là, pour vous aider, alors si vous voulez en savoir déjà un peu plus sur toutes les fonctionnalités de DMPOPIDOR, la semaine prochaine, le 14 novembre, il y a un webinaire plan de gestion, prendre en main DMPOPIDOR pour créer votre plan de gestion de données. Donc le lien, vous pouvez vous inscrire aussi. Vous pouvez le retrouver aussi, ce lien sur le site de l'INIST dans les webinaires. Vous avez aussi un tutoriel aussi de présentation des fonctionnalités de DMPOPIDOR. C'est un tutoriel produit par mes collègues du service formation d'Oranum de l'INIST. Comment parler aussi Zoé, il y a l'écosystème recherche data et Gouv avec entre autres les ateliers de la donnée, et donc là un lien vers les différents ateliers qui pourront, comme disait Zoé, vous aider dans l'élaboration de plans de gestion de données, mais plus largement dans la gestion des données de votre projet. Et un autre, il y a encore quelques aides. Et aussi là, vous pouvez, c'est un lien vers le répertoire donc des référents. Alors là, c'est vraiment SOS PGD. C'est comme ça qu'ils les référents au plan de gestion de données dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc là, vous pourrez retrouver. Là, c'est vraiment spécifique pour de l'aide
plan de gestion de données, et donc quelques autres. Vous avez également dans DMP Opidor une FAQ, un glossaire. Alors, thésaurise de la science ouverte, c'est pour vous familiariser avec le jargon science ouverte, donc aussi bien données que open access, que publication, pardon. Et donc, il y a également Catopidor. Donc, c'est un wiki pour des différents services français dédiés à la gestion des données de recherche, et d'Oranum, donc de la plateforme d'auto-apprentissage sur la gestion des données de recherche. Voilà. Et donc, j'en profite également. Voilà, donc là, c'est le nom de tous les collègues qui travaillent sur DMP Opidor. Il y a aussi, donc, vous pouvez nous contacter. L'adresse aussi, bon, l'URL du site. Et nous avons également une liste de diffusion. Et donc, j'en profite aussi pour vous prévenir que le mardi 12, nous avons une nouvelle version de DMP Opidor avec quelques nouveautés, mais je vous laisserai découvrir ça mardi, le mardi 12. Voilà. Et je remercie toujours, je remercie encore l'ANR de m'avoir invité, et plus largement d'avoir invité DMP Opidor au webinaire à ANR. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Du coup, merci vraiment, et on apprécie énormément ce partenariat avec DMP Opidor, et puis que tu te rendes disponible à chaque fois pour un plaisir. Chaque année venir présenter ce plan de gestion de données structurées. Donc, on va y revenir plus précisément dans les slides, mais c'est vrai que l'objectif de l'ANR avec ses différents partenaires, que ce soit DMP Opidor pour la partie gestion des données, ou que ce soit recherche DataGouv sur la partie plutôt stockage, catalogue, ou ce soit avec le CCSD pour l'archive nationale HAL. Notre objectif, c'est vraiment d'être dans cette démarche de simplification, dites-le nous une seule fois, et que donc on soit en capacité ensuite de réexploiter cette information et de la rendre disponible sur différentes plateformes. Quelques mots sur la stratégie de non-cession des droits. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non. Oui, merci. Donc, la stratégie de non-cession des droits, donc, qui peut être mise en œuvre, notamment si vous choisissez une publication dans une revue par abonnement, et qui vous permet ensuite de partager de manière immédiate votre version auteur acceptée pour publication. Donc, c'est la version après processus de révision par les pairs, mais avant mise en page par l'éditeur, que cette version, donc auteur accepté pour publication, vous puissiez la partager dans l'archive nationale HAL. Donc, cette stratégie de non-cession des droits, elle a notamment eu un petit coup de projecteur avec la coalition S, puisque la coalition S la recommande, et différentes agences de financement membres de la coalition la recommandent dans le cadre de leur propre politique de sciences ouvertes. Elle est également soutenue, cette stratégie, dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur l'évaluation de la recherche et la mise en œuvre de la science ouverte. Et puis, bien entendu, elle est inscrite et elle est en phase avec le plan national pour la science ouverte. Donc, le Comité pour la science ouverte a rédigé un guide à destination des chercheuses et des chercheurs pour mettre en œuvre cette stratégie de non-cession des droits. Et donc, ce guide, il est accessible sur le site Ouvrir la science. Et il a vraiment vocation à expliquer de manière assez pédagogique et à chaque étape de la publication, donc dès le démarrage de la publication jusqu'à son moment
où elle est publiée sur le site de l'éditeur. Quelles sont les différentes démarches et quelles sont les différentes étapes pour la mise en œuvre de cette stratégie de non-cession des droits. Donc, je vous encourage vraiment à le consulter si vous aviez des questions sur ce sujet. Donc, à l'intérieur, vous retrouvez une première partie vraiment qui explicite ce que c'est cette stratégie de non-cession des droits et donc vraiment comment est-ce que l'auteur peut conserver suffisamment de droits avec le choix d'une licence CC BY sur son manuscrit auteur accepté pour publication pour être en capacité de le déposer, de le mettre à disposition dans une archive ouverte et donc en lien avec la politique sciences ouvertes de l'ANR, plus particulièrement dans l'archive nationale HAL. Ensuite, il préconise pourquoi l'utiliser et en quoi est-ce que c'est important pour les auteurs de conserver suffisamment de droits sur leur publication. Ensuite, il y a toute une partie dédiée à sa mise en œuvre, donc pour mieux comprendre à quelle étape de la publication on appose cette licence CC BY, quel est le texte qui doit être indiqué en addendum pour stipuler la mise en œuvre de cette stratégie de non-cession des droits, quelques ressources en cas de difficulté et puis une FAQ. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que, bien entendu, et l'ANR, on est vraiment dans cette démarche d'approche concertée de la science ouverte. Donc, c'est une stratégie qui est déployée, donc, comme je le disais, très largement au niveau européen par différents membres de la coalition S, mais également au niveau national. On peut notamment citer plusieurs institutions françaises qui la recommandent ou la soutiennent, dont UDIS, le CNRS, France Université, l'IRD, l'Université de Lorraine, et puis le réseau Sciences ouvertes entre les agences de financement françaises, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus précisément. Et puis, je voulais en profiter pour vous mentionner un outil qui a été déployé par Maxence Larieux, qui s'appelle, qui est en fait un outil de monitoring de la mise en œuvre de cette stratégie dans les publications. Et donc, cet outil, il est disponible en accès tout à fait ouvert et je pense que Juliette va vous mettre le lien dans le chat. Et ça, en fait, ce qu'il a fait avec cet outil, c'est qu'il va regarder plus précisément dans HAL quelles sont les publications qui ajoutent cet addendum sur le fait qu'ils mettent en œuvre la stratégie de non-cession des droits dans leur manuscrit auteur accepté pour publication. Et puis ensuite, vous avez aussi une colonne qui vous permet de visualiser quels sont les articles qu'il utilise, quels sont ceux qui, par ailleurs, sont financés par l'ANR et ou par l'ERC. Ensuite, je voulais faire un petit focus sur le portail HAL-ANR. Donc, de nouveau, ce portail HAL-ANR, il répond pleinement à cette ambition dites-le nous une seule fois. Donc, dans le cas présent, c'est ne déposer sa publication, ne renseigner sa publication scientifique qu'une seule fois. Ce portail, il a été élaboré en lien, en partenariat avec le CCSD, donc qui opère l'archive nationale HAL, pour offrir une nouvelle consultation à l'intérieur de HAL, qui est une consultation par projet. Donc, grâce au déploiement de ce portail, maintenant, il y a une consultation qui est possible, toujours de manière classique, par auteur, par article, par thématique, mais également par projet. Donc, ce portail a été lancé en 2020. Et donc, ce qui est proposé, c'est qu'au moment du dépôt, donc vous déposez votre publication dans HAL par le biais de n'importe quel portail, donc votre portail, par exemple le portail du CNRS, le portail de telle ou telle université. Et au moment du dépôt, dans les métadonnées, vous indiquez ce fameux code décision, donc c'est la carte d'identité de votre projet ANR. Et donc, comme je le soulignais tout à l'heure, comme l'ANR fait cette démarche et cet effort de déposer ces données administratives dans data.gouv, ensuite, dans HAL, vous commencez à renseigner ce code décision, ANR-quelque chose. Vous retrouvez un menu déroulant dans lequel vous pouvez sélectionner
le code décision correspondant à votre projet. Et d'une part, tout le reste des métadonnées sera automatiquement complété, donc à savoir l'acronyme du projet, le titre, vous ne devrez pas les répéter, ces informations. Et par ailleurs, avec l'association publication-projet, votre publication sera automatiquement disponible dans le portail ANR et ensuite elle viendra par ailleurs alimenter d'autres outils et on va y revenir dans quelques minutes. Donc ce portail, c'était juste pour vous indiquer la manière dont il se déploie. Donc vous avez une consultation, donc pas de dépôt, hein, puisque vous ne pouvez pas utiliser le portail ANR pour déposer votre publication. Vous pouvez utiliser le portail générique HAL ou un portail lié à votre institution. Nous, c'est vraiment uniquement un portail de consultation. Donc, vous pouvez continuer à avoir une consultation tout à fait classique par année, par domaine, par structure de recherche, par type de publication. Mais par ailleurs, il y a cette consultation par projet qui est possible et ce qui vous permet aussi de voir les publications qui émanent de plusieurs projets. Ça arrive souvent, ou de réseaux de collaboration. Ça permet vraiment une visualisation un petit peu différente. Donc, pour faire, par exemple, une recherche par projet, donc, vous pouvez choisir dans les multi-critères. Donc, vous pouvez choisir un projet ANR. Vous pouvez faire une recherche de nouveau par acronyme, par code décision, par titre. Et ensuite, ça vous permet voilà, une navigation et une visualisation des différents projets qui peuvent être associés à une même publication. Et ces informations sont ensuite disponibles dans les métadonnées associées à la publication. Donc, comme on le soulignait il y a quelques instants, donc l'objectif dans cette logique, dites-le nous une seule fois. Donc, l'ANR, nous, on a l'information que votre projet est financé. Cette information, elle est partagée publiquement sur data.gouv. Ensuite, elle permet d'alimenter le portail ANR. Et ensuite, en tout cas pour les projets lauréats de l'appel à projet générique, et donc bien entendu pour l'appel à projet générique 2025, vous pourrez retrouver de manière complètement automatisée la liste de vos publications et communications directement dans votre outil de suivi. Et ça répond vraiment aussi à une logique de simplification, c'est-à-dire que certes, on vous demande un engagement de déposer, de partager votre publication dans l'archive nationale HAL pour des raisons notamment d'accroître la visibilité de votre article, mais aussi de conservation pérenne. Mais ensuite, ça vient simplifier le suivi de votre projet, puisqu'une fois que vous vous connectez sur la plateforme de suivi, dans l'onglet communication et publication, vous aurez automatiquement la liste de toutes les publications qui auront été associées à votre projet et qu'on retrouve dans HAL ANR. Et donc, s'il manque quelque chose, on vous invite à le déposer dans HAL pour qu'ensuite cette liste puisse être mise à jour. Ça viendra aussi nourrir le portail unique appel projet recherche et à terme, l'ambition, c'est d'avoir un fonctionnement, une logique similaire sur le volet données de la recherche, notamment en lien avec le projet recherche.data.gouv pour le volet catalogue et puis avec le volet données produites, partageables et ou ouvertes qu'on pourra trouver dans les plans de gestion de données structurés. Mais ça, c'est des projets en cours de déploiement. Mais vraiment pour insister sur le fait que, certes, on vous demande un changement de pratique et de privilégier des outils interopérables comme le plan de gestion de données structurées, l'archive nationale HAL, mais ensuite, ça répond vraiment à une logique de simplification pour l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Je fais une mini pause parce que je vois que je n'ai presque plus de batterie et qu'il faut que je charge mon ordinateur. Je vous l'envoie peut-être prendre le relais. Voilà, c'est bon. Non, je ne voulais pas. Hop, voilà, désolée. Ouais, je ne sais pas si ça...
Ah, super. Donc, sur la slide suivante, vous voyez, mais que moi, je ne vois pas. Ah, ça va arriver. Voilà, parfait. Donc là, c'est un visuel donc de l'outil de suivi, hein, Oasis, pour les projets lauréats de l'appel à projet générique. Et donc, là, ce que vous voyez, ben, c'est justement sur les produits de la recherche et plus particulièrement sur le volet publication et communication, ben, toute la liste qui est automatiquement alimentée à partir des données disponibles dans le portail HAL ANR. Et donc, si il manque quelque chose, vous le déposez dans HAL et puis vous actualisez directement sur Oasis et la liste se mettra à jour automatiquement. Voilà. Ensuite, on voulait souligner le fait que l'ANR, donc certes, elle est très engagée dans le cadre de sa politique de sciences ouvertes. Donc, il y a un engagement qui est demandé de la part des bénéficiaires de projets financés par l'ANR en matière d'accès ouvert aux publications, de férisation des données de la recherche. Et par ailleurs, l'ANR, pour accompagner ce mouvement en faveur de la science ouverte, lance également des appels dédiés sur ce sujet. Donc, elle en a déjà lancé 3. 2 plutôt sur le volet données et réutilisation de données, et puis un tout récemment en 2023 sur la recherche en sciences ouvertes dont les lauréats sont en cours de conventionnement. Donc, pour accompagner toute cette politique, l'ANR a déployé son baromètre sciences ouvertes qui permet de mesurer les effets de sa politique. Donc, c'est bien entendu une adaptation du baromètre national qui a été déployé par le ministère. Donc, ce qu'on peut souligner ici, c'est que d'une part, il mesure le taux d'accès ouvert des publications scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est vraiment sur une tendance à la progression de ce taux d'accès ouvert. Et donc, pour toutes les publications parues en 2022, on voit que 87% de ces publications publiées en 2022 sont en accès ouvert en 2023. On peut comparer ce chiffre au taux d'accès ouvert au niveau national qui est de 65%. Sur ce graphe-ci, ça illustre vraiment la dynamique en cours en faveur de l'accès ouvert à l'intérieur de toutes les communautés disciplinaires. Donc, on voit bien que, par exemple, pour les mathématiques qui étaient déjà, disons, très actifs sur la question de l'accès ouvert dès le démarrage, il y a quand même une belle progression qui est en cours. Mais on voit aussi, on observe que pour les sciences humaines et sociales qui étaient peut-être moins... qui avaient moins l'habitude de ces pratiques il y a quelques années, un très grand effort qui a été fait ces dernières années. Et donc, voilà, une tendance générale avec une très grande dynamique pour tous les domaines disciplinaires. Donc, l'ANR, on pourrait dire qu'elle déploie sa politique de sciences ouvertes, donc d'une part, dans le cadre de ses appels à projets, avec des engagements auprès de ses bénéficiaires, elle lance des appels à projets, mais aussi, elle essaye vraiment d'avoir une approche concertée, que ce soit au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Donc, au niveau, bien entendu, on ne va pas souligner toutes les collaborations de l'ANR sur ce sujet, mais c'est pour en souligner certaines qui semblent particulièrement importantes aujourd'hui. Donc, le plan S, qui a été lancé par la coalition S et qui a vraiment pour objectif de faire progresser cet accès ouvert immédiat. Et donc, l'ANR est signataire du plan S et est un des membres fondateurs de la coalition S depuis son lancement. Par ailleurs, au niveau national, l'ANR a lancé
et anime plutôt le réseau Sciences Ouvertes qui rassemble les agences de financement françaises. Donc l'objectif, c'est aussi de répondre à cette logique de simplification et d'approche concertée de la science ouverte. Donc c'est faire en sorte qu'un chercheur qui candidaterait, enfin qui déposerait un projet, que ce soit un appel de l'ANSES, de la NRSMIE, de l'INCa, de la FRM, de l'ADEME ou de l'ANR, il est in fine le même type d'engagement en faveur de la science ouverte qui lui soit demandé et donc les mêmes pratiques de science ouverte qui lui soient demandées. Donc il y a une déclaration conjointe qui a été signée en 2020 par l'ensemble des membres de ce réseau. La Fondation pour la recherche médicale nous a rejoints l'an dernier et donc a également signé cette déclaration. Et on publie une fois par an une sorte de point d'étape et aussi on se donne quelques enjeux, quelques pistes de travail pour l'année à venir, voilà, pour continuer à conserver cette dynamique collective dans l'harmonisation de nos pratiques. Et donc là, vous retrouvez les grands points qui sont actuellement au cœur de nos préoccupations, donc à savoir la promotion d'un accès ouvert immédiat, le fait de soutenir une diversité et l'existence d'une diversité de modèles de publication en accès ouvert et de donner également du soutien et de la visibilité au modèle Diamant, le fait de déployer un modèle de plan de gestion de données structuré, bien entendu en lien avec les équipes de DMP Opidor, également de prendre part et d'échanger sur tout ce sujet qu'est la réforme de l'évaluation de la recherche avec cette grande coalition pour la réforme de l'évaluation de la recherche, qui est une coalition internationale, COARA, et dont 3 des membres du réseau sont signataires, donc à savoir l'ANR, l'INCa et la NRSMIE. Et puis poursuivre la promotion et l'adoption de l'identifiant unique ORCID. Et puis un dernier point pour souligner également cette approche concertée au niveau international et une structuration européenne et internationale au sujet de l'accès ouvert Diamant, dans laquelle l'ANR est pleinement partie prenante, notamment aussi avec ses partenaires, donc à la fois le réseau Sciences Ouvertes entre les agences de financement françaises, mais aussi ses partenaires, donc la coalition S, Science Europe et l'infrastructure de recherche européenne Operas. Donc avec ses partenaires, elle a co-rédigé un plan d'action pour un modèle Diamant de l'accès ouvert qui a été publié en 2022, qui est signé par plus de 160 institutions aujourd'hui et qui est traduit dans 13 langues et donc que vous pouvez consulter et qui propose en fait une série d'actions et de priorités pour faire progresser l'accès ouvert Diamant, pour lui donner plus de visibilité et plus de viabilité, y compris financière. Il y a eu l'an dernier le premier sommet mondial sur l'accès ouvert Diamant qui s'est tenu au Mexique, à Toluca. Lors de ce sommet a été annoncée la création d'une alliance mondiale pour l'accès ouvert Diamant qui serait opérée en tout cas par l'UNESCO, et l'annonce officielle par l'UNESCO a eu lieu en juillet 2024. Et dans le cadre de la mise en place de cette alliance, elle vient de lancer une consultation qui est toujours ouverte et que je vous invite à y répondre, puisqu'elle est ouverte à tout type d'acteurs, à la fois des institutions de recherche, des universités, des financeurs, des revues, des journaux. Le deuxième sommet mondial sur l'accès ouvert Diamant qui aura lieu en décembre 2024. Et puis, en janvier prochain, le lancement d'un centre de capacité et de services européen à disposition de tout l'écosystème Diamant.
Voilà, et puis je terminerai en soulignant 2 initiatives internationales, Coara, comme je l'indiquais tout à l'heure, cette coalition pour faire progresser l'évaluation de la recherche, dans laquelle l'ANR est pleinement investie et fait partie de 5 des 12 groupes de travail déjà lancés sur ce sujet. Et puis, l'ANR est également signataire de la déclaration de Barcelone pour promouvoir l'utilisation de ressources ouvertes et de données ouvertes en matière de recherche et notamment pour tout ce qui est monitoring, indicateurs, etc. Et donc la première conférence qui rassemblait les signataires a eu lieu il y a quelques semaines à Paris. Et puis, voilà, j'espère qu'il y aura d'autres collaborations à venir sur ce sujet. Et voilà, vous remercier pour votre attention. On va prendre toutes les questions pour celles qui n'auraient pas déjà été répondues dans le chat. On vous indique ici quelques liens supplémentaires. Juste vous signaler que pour les 2 FAQ, que ce soit la FAQ publication ou la FAQ plan de gestion de données, elles vont être mises à jour très prochainement, a priori cette semaine. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va prendre les questions tout de suite. Je vais regarder. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu une question. Sur est-ce que l'ANR relie ou valide, je ne sais plus, les plans de gestion de données. Donc, sur ce sujet, ce qu'on peut souligner, c'est que l'ANR, nous, on est vraiment dans notre rôle de favoriser les pratiques de sciences ouvertes, promouvoir ces pratiques de sciences ouvertes. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on demande ce plan de gestion de données. Et puis, ça fait aussi partie de notre engagement à promouvoir une approche FAIR quand il s'agit des données de la recherche. Donc, bien entendu, ces plans de gestion de données, ils sont relus par les chargés de projets scientifiques. Ils sont ensuite validés, puisque c'est ça qui conditionne, comme je le disais tout à l'heure, le versement des 10% du solde en fin de projet. Néanmoins, il n'y a pas d'évaluation à proprement parler de ce plan de gestion de données qui est fait par l'ANR, de la même manière que l'ANR ne fait pas d'évaluation du rapport final qui est fourni en fin de projet. Elle vérifie que le rapport est là, elle vérifie que le projet est bien conforme à ce pourquoi il a été financé, elle répond à des questions éventuelles, mais ce n'est pas le rôle d'une agence de financement de venir vérifier ou vous dire si le format que vous avez choisi pour vos données est adéquat ou si la durée de conservation est adéquate. Pour ces questions-là, nous, on vous recommande vraiment de prendre contact avec l'établissement de rattachement des partenaires du projet, puisque c'est eux qui sont le plus à même de vérifier ces aspects-là. C'est aussi pour ça que le plan de gestion de données structuré répond à ce besoin de regard multiple sur un même objet qu'est le plan de gestion de données, puisque l'ANR, en tant qu'agence de financement, nous, on va pouvoir vérifier, par exemple, que les entrepôts que vous choisissez, est-ce qu'ils font partie de la liste des entrepôts dignes de confiance ou est-ce qu'il s'agit de recherche.data.gouv? Et si ce n'est pas le cas, éventuellement, on pourrait vous demander est-ce que vous êtes bien sûr? Ça, oui, on peut vérifier les questions liées au coût. Et puis, bien entendu, on va vérifier toute la partie données qui sont partageables ou ouvertes en fin de projet, puisque là, de nouveau, on va essayer de le mettre à disposition de manière plus automatisée dans le cadre du suivi de vos projets. Mais ensuite, pour ce qui a trait vraiment au choix des licences, à la durée de conservation, au choix des formats, on vous recommande vraiment de vous rapprocher de vos établissements, puisque là, il s'agit plutôt de travailler en collaboration avec la politique en matière de gestion des données des universités et
centre de recherche d'appartenance des différents partenaires d'un même projet. Ah, super, merci Juliette. Alors, hop. Donc, je prends les questions. Se sont vus couper une partie de leur budget sur les frais de publication. Quel montant pouvons-nous prévoir pour ces dépenses? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand... il y a beaucoup de discussions autour des coûts de publication. Il y a notamment une étude qui a été publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur une estimation des coûts de publication au niveau national et d'une tentative de projection à horizon 2030 de ces coûts de publication. Il est vrai qu'on est sur une tendance à la hausse très fortement de ces coûts de publication, notamment de ce qu'on appelle les APC. Donc, ça suscite énormément d'échanges et de discussions, puisque si on reste sur cette tendance et dans la projection qui est faite dans le cadre de ce rapport, on voit bien qu'on est sur des tendances qui ne sont pas tenables à long terme d'un point de vue purement budgétaire. Donc, c'est vrai qu'il y a des institutions de recherche, comme par exemple le CNRS, qui ont pris des positions très fortes pour stipuler qu'ils souhaitaient privilégier des voies de publication plus vertueuses et avec des coûts plus transparents, et notamment la publication Diamant. Aujourd'hui, dans le cadre des projets financés par l'ANR, on n'a pas d'APC capé, c'est-à-dire on n'a pas un APC moyen au-dessus duquel la dépense ne serait pas éligible, et ce notamment parce que l'ANR, comme vous le savez, finance des projets dans des secteurs et des domaines très très variés, et donc c'est absolument pas possible d'aligner l'ensemble des APC de toutes les disciplines. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'APC moyen ou d'APC maximum. Donc aujourd'hui, dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, vous pouvez utiliser autant de budget que vous le souhaitez pour financer des APC. Et il y a ce qu'on appelle la fongibilité des fonds qui vous permet aussi de, même si vous avez par exemple provisionné une certaine somme pour des frais de publication, mais qui in fine, pendant la durée de vie du projet, vous identifiez par exemple des revues plus vertueuses comme des revues Diamant sans frais de publication, et donc vous faites une économie, et vous pouvez ensuite bien entendu réallouer ces fonds sur du frais de fonctionnement par exemple, ou d'autres dépenses de votre projet. Maintenant, si dans le cadre d'un comité, les membres d'un comité estiment qu'il y a trop de budget qui a été provisionné, ils ont le droit de faire des coupes. Et ensuite, dans le rapport qui est fourni aux porteurs de projet, normalement, c'est parfaitement justifié. Donc, on vous recommande bien entendu de tenir compte des recommandations qui vous seraient faites par les membres de comité, notamment s'ils préconisent, par exemple, de privilégier telle et telle revue à la place de telle et telle autre, parce qu'elles ont des pratiques plus vertueuses avec des coûts éventuellement plus transparents ou un modèle de publication Diamant, donc qui est plutôt subventionné par des subventions au niveau de l'établissement ou au niveau public, et pas payé directement ni par l'auteur ni par le lecteur. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Martine. Non, écoute, c'est bien, effectivement, pas de montant indiqué, tu l'as dit, parce que c'est très dépendant des disciplines, donc voilà. Et c'est vrai que il faut dire, tu l'as évoqué, il y a parfois des recommandations au moment de l'évaluation des projets, mais néanmoins, il y a toujours ce principe aussi de fongibilité et de réallocation, donc tout au long du projet. Voilà. Pardon, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je regarde en même temps. Il y en a une, c'est un peu général, c'est qu'en est-il concernant les revues dites prédatrices? Je pense que c'était par rapport au choix de revues. Attends, je regarde.
Oui, donc là, je vois pas, je vérifie en même temps, je vois pas de nouvelles questions. Un collaborateur m'a parlé aujourd'hui de l'obligation de créer un site web pour le PGD, je suppose, pas PDG, à la fin du projet. Pouvez-vous confirmer cette information? Non. Alors par contre, merci beaucoup de poser cette question, parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute une question sur est-ce que le plan de gestion de données a vocation à être un livrable public ou pas. Donc le plan de gestion de données, c'est dans les bonnes pratiques, hein, on vous recommande, enfin c'est une recommandation de pouvoir le rendre disponible. Donc déjà, si vous choisissez de remplir votre plan de gestion de données sur l'outil DMP Opidor, vous pouvez cocher que vous souhaitez partager, rendre public ce plan de gestion de données. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir le consulter. Et également, vous pouvez, dans HAL, déposer votre plan de gestion de données. Donc, il y a une typologie de documents spécifique, une catégorie spécifique qui est disponible pour le plan de gestion de données. Ça vous permettra notamment de le retrouver dans vos communications et publications sur votre outil de suivi ANR, donc Oasis. Donc, on vous recommande bien entendu de le faire, parce qu'ensuite, ça peut être très utile, notamment s'il y a des données qui sont ouvertes ou partageables en fin de projet. Néanmoins, il n'y a pas d'obligation à le faire, et donc c'est vraiment à la libre appréciation du consortium dans le cadre d'un projet. Mais donc pas du tout de site web. Hein. Ah mais non, mais voilà, donc pour pas du tout répondre à la de question. site web. Oui, pardon. Sur la question spécifique, donc il n'y a absolument pas de besoin de venir le mettre sur un site web ou de créer un site web. Si vous voulez le partager, s'il vous plaît, faites-le par l'intermédiaire de HAL pour qu'il soit bien associé aux productions de votre projet. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les négociations et est-ce que l'ANR fait partie des négociations avec les éditeurs. Donc, en France, hein, c'est le consortium Couperin qui est en charge des négociations pour les abonnements avec les éditeurs. Donc, bien entendu, l'ANR collabore avec le consortium Couperin. Donc, depuis peu, on a le statut d'observateur et ça nous permet notamment de porter à leur attention les préconisations qui sont les nôtres, à savoir notamment cette volonté d'accès ouvert immédiat et d'archivage des publications dans HAL. Néanmoins, ce n'est pas du tout le rôle de l'ANR et dans le cadre du décret qui précise les missions de l'agence, ça ne fait pas partie de nos missions de négocier avec les éditeurs directement. C'est vrai que dans d'autres pays européens, ça peut se passer parfois autrement, mais en tout cas en France, le consortium en charge des négociations, c'est le consortium Couperin. Je regarde en même temps. Je vois juste, si je me permets, il y a Gwenna Briand qui avait posé une question en début sur membre d'un atelier de la donnée. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne la vois pas, mais si tu veux y répondre, vas-y. Pour la poser déjà, vous posez la question parce que là, membre d'un atelier de la donnée, j'ai une question concernant... Ah voilà, j'ai une question concernant les données de projet hein. qui commencent à être demandées. Les chargés d'accompagnement administratif nous demandent de l'aide à ce sujet. Or, nous manquons d'éléments précis. Quelles données de projet doivent être communiquées? J'avoue que je ne suis pas sûre de parfaitement comprendre la question. Peut-être si vous voulez la préciser, ou sinon je vous invite à nous la reposer à l'adresse générique. On a une adresse générique scienceouverte@anr.fr. Donc derrière, vous avez les personnes qui sont dans la salle, à savoir Juliette, Nicolas, Céane qui contribue aussi au pôle Sciences Ouvertes et moi-même, et on y répondra. Parce que là, comme ça, je ne suis pas certaine de bien la comprendre, donc je pense que c'est mieux de nous l'adresser et puis on échangera pour vous répondre au mieux. Alors, le fait de déposer un article en 10 ou 15 minutes sur HAL, alors je pense, mais Juliette, peut-être si tu veux y répondre, parce que Juliette est notre administratrice
du portail HAL ANR. Et je sais que HAL, ils ont vraiment fait un très grand travail de simplification pour le dépôt. Peut-être si tu veux en dire quelques mots. Il faut appuyer sur oui, je peux juste dire que, en tout cas, HAL met à disposition, le CCSD qui opère HAL a mis à disposition beaucoup de documentation pour aider au dépôt, et notamment, ils ont fait une petite vidéo en 5 minutes pour montrer comment déposer. C'est vraiment, c'est très rapide et très facile. Je peux vous mettre dans le chat les liens vers la documentation, mais c'est désormais très rapide. Moi, j'ai plus d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Oui, pardon, parce que mon micro était fermé. J'ai perdu mon écran, donc je ne vois pas les questions. Donc je regarde si Juliette et Nicolas en voient d'autres ou si on a répondu à tout. En tout cas, supposons que par mégarde, on ait oublié de répondre à une question, ce qui est possible, et je m'en excuse. N'hésitez pas à nous écrire. Donc, l'adresse, et je pense que ou Juliette ou Nicolas pourra la mettre dans le chat, c'est scienceouverte@anr.fr. Et derrière, ce sont des vraies personnes qui reçoivent ces emails et on essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci infiniment à Laurent de nous avoir accordé du temps pour être présent aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente après-midi, fin de journée, tout à fait.